Bonjour, bonsoir, merci encore une fois de nous suivre. Merci encore une fois de nous soutenir. Merci encore une fois de regarder nos vidéos et surtout de partager. Encore une fois, nous revenons avec une vidéo qui parlera de finances. Alors, cette fois-ci, c'est quoi la question? Est-ce que l'on peut acheter une maison avec 50 000 $ de revenus annuels au Canada? Est-ce que l'on peut le faire? Oui, et c'est ça la bonne nouvelle. Donc, cette vidéo nous parlera d'abord de cela, de ce qu'il faut et de où on peut l'acheter, comment est-ce qu'on peut le faire. Alors, on va suivre la vidéo et rester scotché. Mais avant toute chose, vous regardez nos vidéos, nous apprécions énormément. Mais encore une fois, partagez et abonnez-vous parce que sur YouTube, on nous dit que la moitié de ceux qui nous regardent, il n'y en a pas beaucoup encore, mais ne sont pas encore abonnés. S'il vous plaît, abonnez-vous et partagez pour que les autres aussi s'abonnent. Merci, on va suivre la vidéo. Peut-on acheter une maison avec 50 000 $ annuels de revenus au Canada? Et là où vous êtes, faites le même rapport, 50 000 €, 50 000 $ américains. Peut-on le faire? Oui. Mais en fait, cela dépend de certains préalables. Le premier préalable, c'est votre capacité d'emprunt. Le deuxième préalable, c'est la région, l'endroit où vous voulez acheter cette maison. C'est important de le savoir. Alors, nous allons regarder tout cela et nous vous dirons exactement ce que c'est, ce qu'il vous faut. Et nous irons dans le détail pour vous montrer votre capacité d'emprunt avec un certain montant. Et nous allons en parler dans les détails. Donc, allons sur la vidéo. Votre capacité d'emprunt. Comment est-ce qu'il est calculé? Comment est-ce qu'il est évalué? Les banques utilisent des formules. La plus commune, c'est le TDS. Le TDS, c'est quoi? C'est le Total Debt Service. C'est votre ratio total de dette. C'est une formule ou un calcul très simple. C'est que c'est le montant de logement que vous voulez acheter, plus le montant total des dettes que vous avez, divisé simplement par votre revenu brut. C'est en fonction de cela que tout cela est fait. Alors, il faut que ce soit un certain pourcentage. Le TDS, généralement, il est de 44%. Alors, il faut que vous soyez au maximum, pas au-delà de 44%. Il faut que vous soyez un peu plus bas. Le moins c'est, le mieux c'est. Mais vous allez au-delà de cela, ça complique un peu votre capacité d'emprunt. Donc, les banques utilisent cette formule-là. Dès que c'est calculé, à partir de cet instant, on peut savoir est-ce que c'est possible. Alors, la question ici, c'est celle-ci. Est-ce qu'avec 50 000 $ annuels de revenus, on peut réellement s'acheter une maison? Comme je l'ai dit, ça dépendra avant toute chose de vos dettes. OK? On va calculer cela et nous vous dirons exactement si c'est possible. Voilà. Allons dans une estimation simple, 50 000 $. Allons sur un taux d'intérêt courant en cet instant de 3,9%. N'allons pas au-delà de cela, n'allons pas en deçà de cela. Allons avec une mise de fonds à peu près de, je dirais, 10%. OK? Et je peux vous dire sur ce calcul-là, OK, supposons que vous avez peu ou pas de dette du tout, nous allons à peu près sur 200 000 $ d'estimation que vous pouvez avoir, que la banque peut vous donner pour vous emprunter. Mais encore une fois, pour vous prêter plutôt, mais encore une fois, cela dépend de la dette que vous avez, cela dépend aussi de votre score de crédit. Ça veut dire, pour ceux qui sont ailleurs, de votre relation avec votre banque. Si vous avez un score de crédit très élevé, généralement, dans ce cas-là, un peu plus de 680, c'est-à-dire que vous allez sur les 700, 720, c'est plus facile. Mais si vous êtes en deçà de 680, c'est un peu plus compliqué. 3 choses donc à retenir ici. Premièrement, le revenu. Deuxièmement, votre taux de crédit. Troisièmement, votre mise de fonds. Quatrièmement, je dirais, le taux d'intérêt qui est appliqué. Donc, généralement, et nous irons dans les détails un peu plus loin, avec 50 000 $, pas de dette, je peux vous le dire et je vais vous le démontrer ici, vous pourrez aller jusqu'à peu près à 200 000 $. Mais encore une fois, on revient sur le premier préalable. Où est-ce que vous voulez acheter cette maison? C'est important et nous en parlerons. Donc, allons et nous allons petit à petit comprendre et nous allons entrer dans les détails. Je donnerai des scénarios qui expliqueront, qui vont plutôt plus démontrer ce qu'il est réellement, ce que vous êtes capable de faire, votre capacité d'emprunt et où vous pouvez acheter. 50 000 $, où peut-on acheter? Supposons que tout est correct et que la banque accepte de nous prêter 200 000 $. Alors, où est-ce qu'on peut acheter cette maison? Il est important de savoir. Avec 200 000 $ au Canada, c'est assez compliqué. Il faut bien choisir. C'est pour ça qu'au départ de cette vidéo, je dis,
Vous pouvez le faire, mais avant toute chose, il faut savoir où vous allez acheter. Est-ce que vous pouvez acheter dans les grands centres? Non, pas du tout. Toronto, Vancouver, Montréal, je dirais, voilà, les grandes villes du Canada. Et aux États-Unis, par exemple, New York, Los Angeles, ou en France, si vous êtes en France, Paris, ou en Angleterre, Londres, je serais très direct, je dirais très compliqué, pratiquement, je dirais impossible. Mais c'est important de pouvoir voir cela. Est-ce que vous pouvez aller plutôt un peu plus loin, dans des petites villes? Il est important de savoir, c'est que dans le monde occidental dans lequel nous vivons, il y a une forte mobilité. Une mobilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que vous trouverez généralement dans les grands centres, dans les grandes villes, vous les trouverez aussi dans des villes moyennes. Ça veut dire les emplois, ça veut dire les services publics, ça veut dire les transports publics, ça veut dire aussi certains loisirs. Donc, ne restez pas nécessairement dans ces grandes villes où vous voulez être si l'idée pour vous, c'est d'investir et de voir le futur pour vous et pour votre famille. Regardez, je suis à Toronto, par exemple. Je ne peux avoir que 200 000 $ d'approbation. Est-ce que je dois acheter nécessairement à Toronto? Regardez ailleurs, sortez un tout petit peu de Toronto, regardez Kingston, regardez ailleurs. Si vous êtes à New York, par exemple, et que vous êtes approuvé à votre banque pour 250 000 $ qu'à New York, vous ne pouvez pas le faire, voyez d'autres villes, parce que surtout aux États-Unis, il y a une forte mobilité. Ça veut dire que vous pouvez peut-être trouver une petite ville quelque part où vous trouverez ce dont vous avez besoin avec le revenu que vous pouvez. Pareil si vous êtes en Europe. Donc, il est important de se dire que si l'on ne peut pas, on a un budget limité, on est approuvé par un montant limité, il est important de voir si on peut le faire ailleurs, ou réfléchir en termes de déménagement, ou simplement réfléchir en termes d'investissement pour un premier départ, surtout pour les premiers acheteurs. Donc, c'est important de le voir dans ce cadre-là, ne pas forcément limiter sa localisation, voyez où la maison peut être achetée et dans le pire des cas, changer la stratégie, pensez à cet achat comme un achat d'investissement pour plus tard, dans quelques années, vous permettre de pouvoir acheter là où vous voulez réellement être. Donc, vous pouvez acheter dans une ville en dehors de là où vous êtes, en dehors de Paris, vous gardez par exemple quelques temps et après, vous pouvez revenir sur Paris quand vous avez une certaine équité sur ce bien immobilier que vous venez d'acheter. Donc, c'est important de le savoir. Mais en gros, avec un montant limité, il est pratiquement très peu probable que vous puissiez acheter ce bien immobilier dans une de ces grandes agglomérations dans lesquelles vous voulez vivre ou que vous rêvez nécessairement de vivre. L'apport initial change énormément de choses. C'est-à-dire le montant que vous amenez pour votre achat change beaucoup de choses. Si la banque vous approuve, prenons pour 200 000 $ simplement, et que vous voulez acheter une maison qui coûte 250 000 $, il est clair que vous devrez emmener le reste vous-même. Ça veut dire les 50 000 $ qui viennent. Donc, le travail que je demande, et là, c'est là que je recommande encore une fois mes premières vidéos, c'est pas pour rien que je les ai faites. Il est important de revoir, de rentrer sur les premières vidéos et de voir comment est-ce que vous pourrez économiser un peu plus d'argent. Qu'est-ce que vous devez faire? Quels sont les sacrifices? Quelles sont les astuces que vous pouvez faire pour passer des 15 000 que vous avez pu économiser, par exemple, à 50 000 qu'il vous faut parce que la maison que vous voulez acheter coûte 250 000 $. Donc, il ne faut pas oublier, quand vous venez vers une banque, vous allez vers une banque avec un apport consistant, 50, 100 000 $ si vous en avez, la banque vous regarde d'un autre œil. Il est important de le voir. Donc, certains éléments seront un peu plus dilués, seront un peu moins regardés si l'apport initial est un peu plus consistant. Donc, ne pas oublier que votre apport initial changera pratiquement tout. Donc, c'est important. Très peu d'apport, plus de conditions. Plus d'apport, moins de conditions. Donc, ça aidera ça pourra complémenter, si vous voulez, l'argent, le revenu que vous avez qui peut être limité. Prenons que vous faites un revenu familial de 50 000 ou que vous êtes seul, que vous faites que 50 000 $ l'année, par exemple. Donc, je dirais ceci, c'est avoir tout cela et voir dans quelle mesure vous pouvez trouver une stratégie correcte pour économiser ou pour pouvoir balancer le tout. Revenu de 50 000 $, un petit accord un peu plus consistant et là, vous avez la facilité d'accéder aux biens immobiliers dont vous aurez ou vous avez besoin. Certains autres facteurs à regarder, effectivement, dans votre achat. Vous êtes approuvé, vous connaissez le montant de votre hypothèque, le montant mensuel de votre hypothèque. Assumons qu'il est à peu près de 600, 800 000, 800 $ ou 2000 $. Il est important de vous rappeler de certaines choses. Premièrement, il y aura des taxes qui s'ajouteront à cela. Et si vous achetez en condo, ça veut dire un immeuble en copropriété, par exemple, il y aura des frais de copropriété qui seront
dus que vous devrez payer, il y a les assurances et tout le reste. Donc, quand vous budgétisez tout cela, il est important de vous dire, OK, j'ai été approuvé pour un certain montant, je fais 50 000 $, c'est-à-dire que mes revenus sont assez limités, sont modestes. Qu'est-ce qu'il me faut? J'ai été approuvé, c'est-à-dire qu'il y aura un peu plus d'argent là-dedans à ajouter de tous ces frais-là que forcément la banque ne voit pas. La banque peut les estimer pour vous, mais quelque part, la banque vous dira, nous vous approuvons pour ce montant-là, OK, vous avez les 1000 $, à payer, vous avez les 800 $ à payer, mais il y a autre chose qui s'ajoutera, vos factures, l'électricité et tout le reste. Donc, regardez cela pour voir, est-ce que je suis à un certain niveau d'affordabilité? Est-ce que je suis à un niveau où je peux réellement payer ce montant qu'il me faut pour décider si je peux faire cet achat? Donc, il est important de le regarder et de décider sur cette base-là. Conclusion. Est-ce que l'on peut acheter un bien immobilier avec 50 000 $ au Canada ou 50 000 $ aux États-Unis annuels ou 50 000 € en Europe? Oui, bien sûr, annuel, je voudrais dire ici, vous pourrez le faire, mais si le montant d'hypothèque qui vous est donné par la banque est limité, il est important de regarder en dehors des marchés immobiliers que les plus convoités, je voudrais dire. Regardez en dehors de grandes villes que vous aurez. Si vous avez de la chance, si vous pouvez avoir là-dessus, dans la ville où vous voulez, c'est bien. Mais regardez dans les périphéries, sortez, regardez dans les autres centres, par exemple, dans les autres villes. Ceux qui vivent à l'Occident le savent, les villes sont grandes, les villes offrent pratiquement les mêmes services publics, offrent pratiquement souvent les mêmes emplois. Donc, voyez, n'hésitez pas à déménager s'il faut, simplement parce que c'est dans une optique, dans une perspective d'investissement. Ce qu'il faut voir cela. Donc, oui, vous pouvez le faire. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais expliquer en détail. Je vais aller avec deux scénarios ici. Le premier scénario, je vais assumer, je vais rentrer sur les 50 000 $ annuels, OK, de revenus. Le deuxième scénario, je vais aller un peu plus, OK, avec 70 000 $ annuels de revenus. Pourquoi est-ce que je vais sur ces deux scénarios? Parce que j'estime que ce sont les salaires, je dirais, de départ pour une personne qui commence une carrière, un jeune, ou quelque part pour certains services, si les salaires sont assez limités, c'est un peu à cela. Mais je vais sur une moyenne de 50 à 70 000 $. Ceux qui font plus d'argent, ça sera un peu plus facile. Mais ceux qui font ce montant-là, vous comprendrez que c'est quelque chose qui pourra vous aider, qui pourra vous dire, qui pourra vous montrer quelque part, vous pouvez commencer par acheter ne fût-ce qu'un petit logement et petit à petit évoluer pour pouvoir investir plus tard dans l'immobilier. Premier scénario. Alors, on va sur un revenu de 50 000 $. 50 000 $ canadiens, 50 000 $ américains, ou 50 000 €. Deuxièmement, supposons que vos dettes mensuelles, c'est-à-dire le montant que vous payez mensuellement, ce que vous sortez de vos poches pour payer vos dettes. J'inclus ici vos cartes de crédit, le paiement de votre taux, vos assurances, les prêts et tout ce que vous voulez. Supposons que vos dettes mensuelles sont de 1 200 $. Ça veut dire que j'assume que vous payez 500 $ ou 600 $ pour votre taux, 100 $ pour une carte de crédit mensuellement. Et voilà, 1 200 $ sont vos dépenses en termes de dettes mensuelles. Et j'assume que le marché, ici, aux États-Unis ou en France, permet un taux hypothécaire de 3,9%. Quatrième élément, j'assume ici que vous emmenez un apport initial de 15 000 $, ou 15 000 € ou 15 000 $ américains. Donc, on est sur 15 000. Simplement, de là où vous êtes, essayez d'aller avec la monnaie qui est la vôtre. Et aussi, je vais sur une amortisation, ça veut dire sur un temps de repaiement de votre hypothèque de 25 ans. Généralement, c'est ce qui est donné en Occident, aux États-Unis, en Europe et au Canada. 25 ans, dans certains cas 30 ans, mais généralement, on est autour de 25 ans. Donc, allons sur ces 4 ou 5 éléments-là. Alors, nous allons aller détail par détail et je vais expliquer avec mon temps à l'appui. Donc, prenez votre stylo et écrivez. Voyez dans quelle mesure cela peut vous convenir ou pas. Avant toute chose, nous avons calculé, rappelez-vous, le TDS. Le TDS, c'est quoi? C'est un peu le montant total de vos dettes.
et comment est-ce que cela pourrait impacter sur votre capacité d'emprunt, le Total Debt Service, le montant total de service qui peut être alloué au service de la dette. Alors, nous avons dit ici que nous faisons le premier scénario, c'est 50 000 $ ou 50 000 € ou 50 000 $ américains. Alors, le TDS pour nous au Canada, il est de 44%. C'est-à-dire qu'il n'y a que 44% de votre montant total, il est basé sur le revenu brut. C'est comme ça que nous allons sur 50 000 $ brut. Alors, divisé par 12, on est à peu près à 4 167 $ le mois brut que vous avez. Et rappelez-vous, le TDS, il est calculé sur le brut, pas sur le net. Alors, 44% de 4 167 brut, on est à peu près à 1 833 $. C'est ça votre TDS. On est à 44% maximum. OK? Alors, qu'est-ce que l'on fait? On prend le montant du TDS moins le montant de votre dette que vous payez mensuellement. Le montant que la banque pourra vous allouer mensuellement pourra calculer et vous dire oui, on pourra approuver votre repaiement mensuel d'une hypothèque sera 1 833 moins 1 200, il sera de 633 $ le mois. 633 $, ça sera le montant que la banque dira, voilà le montant d'hypothèque que vous pourrez payer, que vous devrez avoir. Alors, sur cette base-là, la banque dira, OK, si c'est 633 $ le mois, on va calculer sur 25 ans, OK, en tenant compte du taux d'intérêt. On a dit que c'était un taux d'intérêt, si on calcule un taux d'intérêt à peu près de 3,9, donc nous arriverons à peu près en montant total de 160 000 $ normalement, à peu près que vous serez approuvé, que vous allez recevoir de votre banque pour acheter une maison. Mais n'oubliez pas, 160 000 $, je ne compte pas les 15 000 $ d'apport initial. Ça veut dire que si vous ajoutez les 15 000 $ aux 160 000 $, ça veut dire que la propriété ou le bien immobilier que vous devez acheter ne pourra coûter que 175 000 $ tout au plus. Donc, c'est comme cela que ça se calcule. Donc, vous serez approuvé sur base de vos TDS, de vos dettes mensuelles. Sur cette base-là, on calcule le montant d'hypothèque qui peut être approuvé par mois. Et à partir de là, on fait un calcul pour savoir quel est le montant total qui pourrait être calculé pour être approuvé. Et sur cette base-là, vous êtes à peu près à 160 000. Ça veut dire avec 15 000 $ de dépôt, vous serez à 175 000. Rentrons encore en arrière, je dis, pour que tout change, il faudra donc, la meilleure hypothèse, augmenter votre apport initial. Et dans ce cas-là, supposons que vous voulez acheter une maison qui coûte 200 000 € ou 200 000 $, ça veut dire pour vous que vous devrez emmener un apport initial de 40 000 $ parce que la banque ne vous prêtera que 160 000 et là, vous serez à 200 000. Mais si vous voulez rester sur les 175 000, revenez encore à la deuxième chose. Sortez de Paris, sortez de Toronto, sortez de Montréal, sortez de LA, sortez de trucs. Allez chercher ailleurs où vous pourrez acheter avec 170 000 $ et on pourra vous approuver. Donc, première hypothèse et on va évoluer avec. 633 $ le mois, c'est ce que la banque vous prête. Mais n'oubliez pas, à cela, il faut ajouter les coûts de maintenance de la maison. À cela, il faut ajouter vos factures, ça veut dire l'électricité, il faudra ajouter le gaz, il faudra ajouter tout le reste, ok? Les taxes foncières. Tout cela, il faudra ajouter cela à cela. Donc, ne vous dites pas 633 $, c'est ce que la banque, c'est ce qu'il me faudra chaque mois. Non, 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 il faut ajouter autre chose et tenir compte de tout cela. Alors, il y a évidemment certains risques et certaines limites à cela et je voudrais clairement le dire ici. L'estimation que je fais ici, elle est très conservatrice. Ça veut dire qu'elle est vraiment très limitée sur certaines bases très sévères. La banque tiendra compte de certaines autres choses. Ok, avant toute chose, il est important, je l'ai mentionné au début de la vidéo, votre score de crédit ou votre rapport avec votre banque. Ok, est-ce que vous payez vos dettes généralement à temps? Est-ce que votre score de crédit il est élevé si vous êtes au Canada, aux États-Unis, en Angleterre? C'est important de pouvoir connaître ça. Et si votre score de crédit est moyen, par exemple, il est un peu plus bas, alors là, il faudra évidemment emmener un apport un peu plus consistant, un peu plus costaud pour que vous puissiez acheter le bien que vous voulez acheter. Prénom, si le bien que vous voulez acheter, il est à 200 000 $, ok, et que la banque
vous dit, écoutez, à cause de votre score de crédit, on peut vous prêter que 120 000 $, vous devrez ramener 80 000 $, ou simplement essayer de trouver un bien immobilier ou une maison ou un condo, un appartement qui coûte un peu moins que ça. Donc, le tout, c'est de comprendre comment jouer avec tout cela, ce que la banque vous donne et ce que vous pourrez nécessairement acheter en fonction de votre capacité d'emprunt. Donc, nous allons parler maintenant du deuxième scénario. Avant de passer au second scénario, je voudrais avant tout faire un petit résumé du premier scénario. Donc, avec 50 000 $ de revenus annuels, 1 200 $ mensuels de dette, 15 000 $ d'apport initial, 3,9% de taux d'intérêt annuel appliqué sur votre hypothèque, vous serez approuvé à peu près pour 160 000 $, dans le meilleur des cas, étant très conservateur ici. Alors, cela vous limite évidemment, mais ce qui est important, c'est ceci, c'est de comprendre. Au-delà du montant qui est approuvé, c'est aussi ce que vous voulez acheter. Donc, vous serez dans ce cas-là limité peut-être à des condos, un studio dans une ville moyenne, ou à peut-être une maison unifamiliale en dehors de grandes villes. Mais c'est une décision à prendre et à réfléchir là-dessus. Si c'est un investissement, voyez comment est-ce que vous pourrez être flexible par rapport à cela. Mais ce qui est important de comprendre ici, c'est que oui, avec un revenu de 50 000 $, vous pouvez être approuvé pour un montant. Ce n'est pas impossible. Mais travailler sur votre crédit, ça veut dire payer vos dettes, économiser pour avoir un apport initial, ça veut dire un down payment, ok? Et à partir de là, vous voyez dans quelle mesure vous pourrez choisir ce que vous voulez et réfléchissez surtout et aussi en termes d'investissement. Donc, passons maintenant au second scénario, 70 000 $ et vous verrez c'est quoi la différence annuelle et je vous donnerai 3 petites astuces. Merci. Notre deuxième scénario est très simple. En fait, on va augmenter un tout petit peu les revenus. C'est-à-dire qu'on passe de 50 000 annuels à 70 000 annuels, ce qui est très courant. Alors, avec 70 000 $ annuels, divisé par 12, on est à peu près sur un revenu brut ici de 5 833 $ le mois. Déjà, on passe de 4 000 et quelques à 5 833. On garde les mêmes détails, les mêmes coordonnées. Dette mensuelle, on est à 1 200. La mise de fonds, gardons la même, on est à 15 000. L'amortissement, ça veut dire le temps de repaiement de votre hypothèque, on garde le même amortissement, on est à 25 ans. Le taux hypothécaire, on garde le même, on est à 3,9, ok? Et on garde toujours le même TDS maximal utilisé qui est de 44%, ok? Généralement, c'est la marge la plus réaliste pour une bonne qualification à la banque. Alors, on va recalculer le TDS ici. Alors, sur un revenu mensuel de 5 833, ok? Et 44% du revenu, on est à peu près à 2 567 $ qui devront être alloués au repaiement, au service de la dette. Ça veut dire être alloués au repaiement de vos dettes mensuellement. Ça, c'est selon les calculs de la banque. 44% de votre revenu mensuel brut. Alors, on a dit ici que l'on payait déjà 1 200 $ le mois. On a loué déjà 1 200 $ le mois au service de la dette, c'est-à-dire pour le repaiement de, je suppose ici, l'auto, des cartes de crédit, de tout le reste. 1 200 $ le mois. Alors, on refait le même calcul. 44% de 5 833, OK, ça nous fait 2 567 moins 1 200, on est à 1 367 $ qui nous reste, OK, pour l'hypothèque. C'est le montant que la banque dira, OK, nous, par mois, nous pouvons t'allouer, calculer sur une base de 1 367 $ le mois de paiement d'hypothèque. C'est assez consistant. On passe ici pratiquement de 633 $ à 1 367, pratiquement le double. Mais rappelez-vous, pratiquement le double, mais pour une augmentation de revenus de simplement 20 000 $. Et je vous dirais que c'est possible de le faire. Donc, c'est assez substantiel ici. 1 367 $, ça veut dire que la banque, le montant total de l'hypothèque que la banque pourra vous donner sera beaucoup plus large d'ailleurs. Au départ, on était à 167 000 $. Alors, le montant de l'hypothèque avec un taux de 3,9, dans ce cas-là, c'est important de le recalculer, OK, et amorti sur 25 ans, on est à peu près à 270 000 $.
d'hypothèque que la banque peut vous donner. Donc, on passe pratiquement de 160 000 à peu près à 270 000 $ avec 110 000 $ de plus que la banque vous ajoute simplement parce que vos revenus sont passés de 50 000 à 70 000. Voyez la différence. Donc, c'est important de se rappeler de ce point-là. Et automatiquement, ce que l'on veut acheter change. Ça veut dire que même là où on veut l'acheter, ça change. On passe pratiquement d'un studio à peut-être un appartement de 2-3 chambres, dépendamment de là où on est. On peut même passer à une maison, dépendamment de là où on est. On peut passer à un flat ou à un condo un peu plus grand. On peut passer d'une petite ville à une grande ville, à certaines grandes villes. Prenons ici à Ottawa, ici à Gatineau, on peut trouver quelque chose à 270 000 $ si on cherche. Ce ne sera pas forcément une grosse maison, mais ça sera quelque chose d'assez bien. Donc, voyons la différence, ce que 20 000 $ de revenus annuels peut faire dans les mêmes circonstances, avec les mêmes éléments. Donc, c'est important de le voir. 20 000 $ font une grosse différence. On passe pratiquement de 160 000 $ au départ, de montant approuvé pour votre hypothèque, à peu près 270 000 $. Et encore, c'est-à-dire que ce que vous pourrez acheter avec la même mise de fonds de 15 000 $, vous pourrez aller pour un achat en bien immobilier, une maison qui vaut à peu près 280 à 285 000 $, ce qui est très probable. Et si vous ajoutez encore un tout petit peu de mise de fonds, c'est-à-dire que vous allez peut-être avec 25 000 ou 30 000 $, vous vous retrouvez à peu près autour de 300 000 $ dans bien immobilier et ça fait une grosse différence avec 160 000 $ de départ. Donc, vous voyez à peu près ce que ça fait, ce que 20 000 $ peuvent faire. Pourquoi est-ce que j'ai pris ces deux exemples, 50 et 70 000 $? Et c'est là que les astuces viennent. C'est là que je vous dis que vous êtes capable de le faire. Mais il faut simplement une flexibilité dans votre manière de penser. Il faudra un différent mindset. Alors, la première des choses à comprendre, c'est ceci. Une maison est un investissement. Un bien immobilier est un investissement. Il ne pourrit pas. Vous pourrez ne pas faire de l'argent aujourd'hui, vous en ferez demain. Vous pourrez ne pas faire de l'argent tout de suite, vous en ferez dans les mois, dans l'année qui vient. Donc, voyez-le dans ce sens-là. Ça peut être un point de départ. Ça veut dire quoi? Premier élément. Vous pourrez simplement commencer par un petit appartement, le garder quelque temps, soyez patient, 1 année, 2 ans. Vous faites votre équité, ça veut dire que votre appartement prend de la valeur parce qu'un bien immobilier, par nature, prend de la valeur. Il prend de la valeur et de là, vous pourrez sortir votre équité ou simplement revendre. Sortir votre équité, ça c'est un autre élément en refinançant. La banque vous prête la différence du montant. Il y a des calculs qui sont faits là-dedans pour pouvoir aller acheter un bien un peu plus grand ou qui vous convient le mieux. Ou simplement, vous pouvez revendre pour maintenant aller dans un bien qui est beaucoup plus grand ou que vous vouliez avoir au départ. Premier élément. Donc, vous pouvez commencer avec vos 50 000 $ annuels, acheter quelque chose de petit qui vous va à vous et à votre partenaire, à votre copine, à votre fiancé, à votre femme, ok? Et avec votre enfant peut-être, voilà, commencez quelque part et gardez-le 1 année, 2 ans, soyez patient. Et à partir de là, vous le revendez pour acheter quelque chose de plus grand. Une première technique. Deuxième technique, c'est quoi? Pourquoi est-ce que j'ai montré la différence? Entre 50 et 70 000 $, c'est 20 000. Première chose, dans le monde dans lequel nous vivons, ça veut dire pour vous que vous pouvez avoir un deuxième job. Ou trouver un moyen, et je rentre sur mes premières vidéos, je dis soyez réaliste, soyez créatif. Ça veut dire que vous pouvez trouver un moyen de avoir un peu plus d'argent, en trouvant un deuxième job, en trouvant un second business, en faisant quelque chose pour premièrement augmenter vos revenus. Mais il faut que ce soit un emploi déclaré, c'est important. Pas un emploi où on vous donne du cash, non, il faudra que ce soit un emploi déclaré pour que vous puissiez le montrer à votre banque que oui, mes revenus totaux sont ceux-là. OK? Deuxième élément, OK? Dès que vous l'avez, vous montez, vous voyez la différence, vous remontrez à votre banque que vous avez 70 000 $, vous êtes automatiquement sur une autre braquette d'approbation. Deuxième chose, si vous ne pouvez pas avoir ce bien, ça veut dire pour vous que vous pouvez aller ou avec un partenaire de confiance, il est important de le savoir,
confiance dans ce cas-là parce que c'est un investissement, c'est-à-dire votre femme, votre fiancé, votre copine avec qui vous avez des projets à long terme. Okay? Voyez, asseyez-vous, réfléchissez en termes d'investissement, combinez vos revenus pour pouvoir avoir un peu plus de prêts et acheter un bien qui est beaucoup plus grand, mais toujours en tenant compte de repaiement, c'est important, du montant de repaiement. Okay? Parce que, rappelez-vous, ici, de 50 000 $ annuels, votre hypothèque peut être à peu près, avec tous les détails, 15 000 $ de dépôt, 3,9 de taux d'intérêt et tout le reste, vous serez à peu près à 633 $ le mois, mais vous passerez un peu plus que ça, un peu plus double à 1300. Donc ça veut dire que si vos revenus peuvent vous les permettre, okay, combinés ou seuls, parce que vous avez un second job, vous avez un peu plus. Donc, il y a des techniques par rapport à cela. Vous pouvez voir avec des partenaires, des personnes qui veulent simplement investir, se dire, OK, achetons quelque chose ensemble, revendons-le dans 2 ans et nous allons partager les profits sur base des parts d'investissement et pour que vous puissiez vous acheter ce que vous voulez. C'est ce que beaucoup de nos frères font, beaucoup de gens ici font pour pouvoir commencer dans leurs biens, dans leur achat immobilier. Donc, il est important de voir une certaine flexibilité, comme je l'ai dit au départ, de votre façon de réfléchir, de votre mindset, et voyez pour voir comment est-ce qu'on peut avancer et commencer à investir dans l'immobilier. Ceci conclut notre vidéo. J'espère que cette vidéo a été assez instructive pour vous permettre de pouvoir comprendre et trouver des réponses à vos questions, okay, et peut-être vous aider, vous éclaircir là où vous n'aviez pas de réponse, là où vous ne comprenez pas certaines choses. Mais ce qui est important pour moi, c'est de dire et de redire. Vous pouvez acheter, vous pouvez commencer à investir. Payer en loyer, c'est une bonne chose, mais vous enrichissez le propriétaire. Il est important de vous enrichir vous-même. Une dette repayée est une façon de s'enrichir. Toutes les fois que vous payez votre hypothèque, vous vous enrichissez. Ça veut dire commencer, vous voyez dans quelle mesure vous pouvez sortir de ce cycle-là, commencer à acheter. Et il n'est pas impossible. Ça veut dire que quand vous êtes seul, vous pouvez trouver un partenaire, vous pouvez acheter avec votre femme, mais il est important de comprendre les étapes. Ça veut dire revoir votre crédit, payer vos dettes et tout le reste pour pouvoir commencer quelque part. Donc j'espère que cette vidéo vous aide et va vous aider surtout avec ça. Mais aussi et surtout, je voudrais vous rappeler, vous regardez nos vidéos, beaucoup d'entre vous regardent sans s'abonner. C'est un bon point de départ pour moi. J'ai commencé cette petite chaîne, on est déjà à peu près à 100 abonnés. Pour moi, c'est beaucoup et je ne peux que vous remercier pour cela parce que 100 personnes qui me suivent, qui ont accepté de me suivre, c'est beaucoup et je vous remercie. Encore une fois, ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-nous, donnons-nous un défi. J'aimerais bien pour la fin de l'année avoir ne fût-ce que mes 200 abonnés. Ce n'est pas beaucoup, mais pour ce que je fais, pour moi, c'est beaucoup. C'est comme une classe que je suis en train d'enseigner. C'est important. Abonnez-vous. Si vous ne êtes pas encore abonné, faites-le. Si vous connaissez quelqu'un qui pourrait s'abonner ou que cette vidéo pourra aider, partagez, demandez à cette personne de s'abonner et de liker les vidéos pour nous encourager, mais partagez autant que possible parce que nous voulons tous être bien financièrement. Nous voulons être capables de parler finances sans complexe. C'est cela la chaîne, c'est cela la raison de cette chaîne. Donc, partagez nos vidéos. Merci encore une fois. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Partagez avec vos amis, vos familles et tout le reste, vos collègues. Partagez ces vidéos et voyez dans quelle mesure nous pouvons vraiment atteindre ce petit défi de 200 abonnés simplement d'ici la fin du mois de décembre. Merci beaucoup encore une fois et à très bientôt.